Bonjour à tous, je suis Stéphanie, astrologue et astropsychologue. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Va voir ton astrologue. Aujourd'hui, je vais vous parler des nœuds lunaires, des concepts ancrés dans l'astrologie depuis l'Antiquité et particulièrement mis en avant dans l'astrologie védique, riche de la tradition indienne bien sûr, connue sous les noms de Rahu et Ketu. Ces points sont étroitement liés à l'astrologie karmique, éclairant ainsi notre destinée humaine et notre croissance spirituelle. De nos jours, les nœuds lunaires nous aident plus que jamais à déchiffrer la quête de sens de notre existence. Alors préparez-vous, je vous emmène dans un périple captivant à travers leur symbolisme, depuis leurs racines astronomiques jusqu'à la mythologie indienne, sans oublier le décryptage archétypal. Nous allons tout de suite découvrir ensemble comment le symbolisme des nœuds en astrologie peut éclairer votre chemin de vie personnelle. Et c'est parti! Les nœuds lunaires sont considérés comme des concepts astronomiques avant d'être des concepts astrologiques car leur existence repose sur des phénomènes célestes tout comme la lune noire. Mais alors, comment ont-ils été matérialisés s'ils n'existent pas physiquement dans notre ciel? Les nœuds lunaires sont le résultat de l'interaction entre les mouvements orbitaux de la Lune et de la Terre. En effet, l'orbite de la Lune n'est pas parfaitement alignée avec l'écliptique, mais il est légèrement incliné par rapport à ce dernier. Et cette inclinaison, qui est d'environ 5 degrés 14 par rapport au plan de l'orbite terrestre autour du Soleil, et les nœuds lunaires sont les deux points fictifs placés sur l'orbite lunaire à l'endroit où l'orbite de la Lune intersecte l'écliptique de la Terre. Autrement dit, ce sont les points d'intersection entre l'orbite lunaire et l'écliptique terrestre. Le cycle des nœuds lunaires est d'environ 18 ans et demi et il faut savoir qu'il se déplace dans le sens rétrograde à travers le zodiaque. Ce mouvement est donc à l'opposé du mouvement direct, donc prograde des planètes, et il joue un rôle clé pour identifier les périodes propices aux éclipses solaires et lunaires. En effet, la proximité de la nouvelle lune ou de la pleine lune avec l'un de ces nœuds est nécessaire pour qu'une éclipse se produise, et ce mouvement rétrograde des nœuds lunaires contribue à un phénomène unique puisqu'environ tous les 9 ans, soit la moitié de leur cycle, les nœuds atteignent des positions qui marquent un demi-retour. Cela signifie qu'ils se retrouvent à l'opposé de leur position initiale dans le zodiaque, un moment qui suggère un retournement ou une inversion dans leur parcours à travers les constellations. Les demi-retours des nœuds sont assez significatifs car ils influencent les conditions sous lesquelles les éclipses futures se produiront, marquant une période de transition dans les cycles écliptiques. Parallèlement, le cycle des nœuds lunaires est intimement lié au cycle de Saros qui dure environ 18 ans et 11 jours, donc un petit peu moins que le cycle complet des nœuds lunaires, et ce cycle est important pour prédire les éclipses futures et analyser celles du passé, démontrant comment les mouvements de la Lune, de la Terre et du Soleil s'entrecroisent de manière précise et prévisible. Le cycle de Saros illustre l'interaction complexe entre ces corps célestes et souligne l'importance des nœuds lunaires dans l'organisation du calendrier astronomique, offrant une fenêtre sur la régularité et la répétition des cycles à travers le temps. Ensemble, le cycle des nœuds lunaires et le cycle de Saros fournissent finalement un cadre essentiel pour comprendre non seulement la fréquence des éclipses, mais aussi leur occurrence dans le tissu du temps et de l'espace. Mais finalement, quelle est l'origine de ces points fictifs? Bien que dans les tablettes de Mulapin, qui rassemblent les connaissances astronomiques et astrologiques des Mésopotamiens, on comprend bien qu'ils avaient une compréhension des conditions nécessaires pour les éclipses qui sont directement liées à ces points fictifs, mais sans les nommer ou leur attribuer une quelconque signification. On suppose même que les anciens Égyptiens connaissaient bien le cycle soli-lunaire
lunaire et par conséquent avait l'appréhension des éclipses. Mais cela reste de la prédiction et non une conceptualisation mathématique. C'est donc grâce à Johann Kepler qui, en développant ses lois sur le calcul orbital ainsi que les travaux de Isaac Newton et ses lois du mouvement et de la gravitation universelle, que le calcul des nœuds lunaires a pu être conceptualisé. Donc nous avons deux calculs pour les nœuds lunaires, ceux des nœuds lunaires vrais et moyens qui prennent en compte les variations orbitales de la Lune. C'est-à-dire que le nœud lunaire vrai représente les points exacts où l'orbite de la Lune croise l'écliptique terrestre à un moment précis et ce calcul prend en compte les fluctuations réelles de l'orbite de la Lune, ce qui peut entraîner des variations journalières dans la position des nœuds. Et puis le nœud lunaire moyen, en revanche, qui est calculé en lissant ces fluctuations sur une période pour fournir une position moyenne plus stable des nœuds lunaires. La méthode de calcul dépend bien sûr là encore du choix de l'astrologue selon sa tradition astrologique. Alors bien que les nœuds lunaires n'aient pas une existence physique et soient immatériels, ils possèdent toutefois une puissante existence énergétique et symbolique dans la pratique astrologique. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite en découvrant la graphie symbolique. Pour comprendre la symbolique du graphe, on va se diriger sur la symbolique mathématique pour faire une corrélation entre les deux. Et le symbole du nœud est souvent représenté par un diagramme appelé le diagramme du nœud, tout simplement. Et ce diagramme est utilisé pour représenter la manière dont une corde ou un fil est noué ou entrelacé. Et symboliquement, le nœud peut représenter différentes notions selon le contexte dans lequel il est utilisé. Tout d'abord, il peut symboliser l'union, où la connexion entre deux éléments ou entités représente des liens forts ou des relations étroites entre des personnes, des idées, des concepts ou des forces. Et de plus, un nœud peut symboliser aussi la complexité et l'intrication des éléments impliqués représentant des situations compliquées ou des problèmes difficiles à démêler. Et c'est exactement ça que représentent les nœuds lunaires. Il y a aussi une notion de stabilité et de solidité et ça représente la force et surtout la résistance aux forces extérieures. Et là, j'insiste bien sur la résistance parce que c'est souvent des personnes qui vont être résistantes au changement. Alors toujours dans le symbolisme mathématique, certains représentent les cycles et les motifs répétitifs symbolisant des processus cycliques ou des phénomènes récurrents dans la nature ou dans la vie. Enfin, les nœuds peuvent également symboliser les processus de transformation ou d'évolution représentant les points de transition ou des moments de changement dans un système ou un processus mathématique. Donc on va faire maintenant le rapprochement avec nos lunaires, mais je pense que vous aurez bien compris qu'on peut appliquer toute la symbolique mathématique à leur propre symbolique. En étant coupés en deux parties distinctes, les nœuds lunaires représentent une dualité intrinsèque symbolisant des polarités opposées ou des forces contradictoires. Cependant, lorsque ces deux parties se rassemblent, elles forment un cercle ou un anneau symbolisant l'unité, l'intégralité ou le concept du tout. Dans un cercle qui est souvent associé à la perfection ou à l'harmonie dans de nombreuses traditions symboliques. Il reflète à la fois la dualité, donc cette dualité, et l'unité. Cette notion trouve un écho particulier dans le mythe de Rahu et Ketu en mythologie indienne, où ces deux entités sont elles-mêmes des symboles de dualité et d'unité. Je vais donc vous présenter tout de suite le mythe afin de mieux comprendre les implications des nœuds lunaires dans l'astrologie et évidemment dans votre vie quotidienne. Dans les traditions védiques et puraniques, Rahu est une entité cosmique née du mythe emblématique du barattage de l'océan de lait, aussi appelé Samudramatun, et ce récit s'ancre dans une rivalité séculaire entre les dieux connus sous le nom de Devas et les démons ou Asuras. Et ce qui est remarquable ici dans cette histoire, c'est qu'une collaboration sans précédent se révèle nécessaire entre ces deux forces opposées, leur but commun étant d'extraire l'Amrita, qui est un élixir d'immortalité des profondeurs de l'océan. Et cette
cet élixir représente un petit peu la clé vers une puissance sans égale et la promesse de la victoire dans leur éternelle confrontation. La méthode pour obtenir l'Amrita, donc cet élixir d'immortalité, nous a été transmise par une sagesse divine et c'est Brahma, le dieu créateur, accompagné d'autres divinités supérieures, qui a révélé aux dieux et aux démons que pour accéder à l'Amrita, il faudrait barater l'océan de lait. Alors, le mont Madara a été choisi comme pivot de cette entreprise colossale et le serpent Vasuki comme corde. Ainsi, le mont Madara, par sa stature imposante, s'est érigé en pilier central de cette opération d'envergure cosmique, tandis que Vasuki, doté d'une force et d'une longueur extraordinaire, a été enroulé autour du mont pour servir de lien de traction. Les dieux et les démons commencent alors à tirer alternativement sur le serpent, faisant tourner le mont dans l'océan pour extraire l'Amrita, et Vishnu soutient l'entreprise en prenant la forme de la tortue Kurma pour empêcher que le mont Mandara ne s'enfonce dans l'océan. Lorsque l'Amrita est finalement extrait, une dispute éclate entre les dieux et les démons pour sa possession. Pour mettre fin au conflit et s'assurer que l'Amrita ne finisse pas entre les mains des démons, Vishnu décide de se métamorphoser en Mohini, incarnation de la beauté pure et envoûtante, et cette apparition irrésistible capte toute l'attention des démons, les éloignant ainsi de leur quête de l'Amrita, et c'est ainsi que grâce à la séduction sans pareille de Mohini, les dieux vont recevoir l'Amrita, garantissant ainsi leur immortalité. Mais pendant cette distribution, Rahu, plus que jamais décidé à obtenir lui aussi l'immortalité, arrive à se faufiler parmi les dieux en se déguisant en l'un d'entre eux pour subtiliser le fameux nectar divin. Mais le dieu soleil et la déesse lune ont découvert son imposture et alertent immédiatement Vishnu, qui envoie son puissant disque, le Sudarshana Chakra, pour trancher Rahu en deux. Mais puisque Rahu avait déjà ingéré une gorgée d'Amrita, la partie supérieure de son corps acquiert l'immortalité, tandis que sa moitié inférieure reste mortelle et séparée. C'est de cette histoire que naissent Rahu et Ketu, considérés comme des forces célestes majeures dans l'astrologie indienne. Rahu est associé à l'obscurcissement du soleil lors des éclipses solaires, symbolisant des moments de transformation et de révélation, tandis que Ketu est lié à l'obscurcissement de la lune durant des éclipses lunaires, évoquant ainsi l'introspection et la libération. Dans l'astrologie védique, ils sont venus comme des points critiques influençant profondément les destinées humaines et les parcours karmiques. Mais avant de découvrir comment ils sont devenus nos nœuds lunaires en astrologie, découvrons leur symbolique à travers l'analyse archétypale de Rahu. Considéré comme une puissance cosmique sauvage et indomptable, Rahu est le reflet des désirs sans fin et des quêtes obsessionnelles qui animent l'humanité. Il représente cette force de volonté implacable, cette soif ardente de pouvoir, de savoir, et cette recherche incessante de gratification, souvent au mépris de toute prudence ou sagesse. Son acte audacieux, tentant de s'approprier l'Amrita, l'élixir d'immortalité, incarne parfaitement ces aspirations profondes et ardentes qui nous habitent. Il reflète un petit peu les défis et obstacles que nous rencontrons sur le chemin de ces quêtes. C'est ainsi que Rahu se trouve souvent lié à des thématiques comme l'ambition démesurée, l'illusion, la tromperie et cette recherche éperdue de pouvoir et de satisfaction personnelle. Rahu et Ketu sont représentés respectivement par une tête et une queue de serpent, et cette symbolique renvoie directement aux Nagas, qui sont des serpents mythiques souvent associés aux Asuras, qui sont des démons de la mythologie hindoue. Alors, les Nagas sont un peuple des profondeurs, ils vivent en souterrain et sont profondément liés à l'Amrita, l'élixir d'immortalité, tant désiré par les dieux et les démons, et leur quête incessante de l'Amrita reflète un petit peu le désir des Asuras de surmonter leur mentalité pour atteindre un statut divin. Et ce désir d'immortalité est manifesté par Rahu à travers son audacieux stratagème pour s'emparer de l'Amrita, nous ramène au lien karmique profond du mythe, parce que malgré la ruse de Rahu, son acte souligne le potentiel humain
à transcender les conséquences de nos actions passées en nous encourageant à laisser notre marque dans le monde tout en réparant les impacts de nos actions. En puisant dans nos expériences passées et notre héritage ancestral, nous avons donc la possibilité de contribuer de manière significative à notre entourage de manière évolutive. De plus, les Nagas, je vous rappelle qu'ils sont représentés comme des serpents mythiques, incarnent le renouveau et la régénération. Ils symbolisent la capacité extraordinaire de se réinventer, de se transformer en permanence. Et cette faculté de muer, de laisser derrière soi l'ancienne peau pour en révéler une autre, est un petit peu le reflet de la nature cyclique de la vie et de la création elle-même. Et dans ce contexte, les Asuras et les Nagas sont célébrés comme des divinités terrestres, honorées par des rites de fertilité qui visent à encourager la croissance, le renouveau et à garantir l'abondance des récoltes ainsi que le retour bénéfique des moussons. Et cette interconnexion entre Rahu et Ketu avec les Nagas souligne les forces primordiales de la nature justement, mettant un petit peu en lumière le caractère cyclique de l'existence elle-même et le processus de régénération qui existe aussi dans les nœuds lunaires, et cela suggère une puissante métamorphose pour l'expérience humaine. À l'image des Nagas, nous traversons la vie en constante mutation, renouvelant sans cesse notre peau, c'est-à-dire notre identité et notre essence. Tout ça, ça évolue, donc il faut savoir évoluer avec ces épreuves de vie dans une quête perpétuelle de redécouverte finalement et d'évolution. Et c'est pour ça qu'il est important de rester flexible, d'accompagner les changements et de savoir évoluer sans s'enfermer dans ses anciens schémas. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé cette métaphore avec le serpent tellement appropriée et c'est vraiment une très belle image pour les nœuds lunaires. Enfin, nous voilà rendus à notre essence astrologique. Comment allons-nous pouvoir interpréter les nœuds lunaires? Donc, on a vu que dans la tradition indienne, l'analyse archétypale met en lumière finalement une symbolique de réparation karmique ancrée dans l'idée de vivre pour réparer selon les croyances anciennes. Toutefois, l'astrologie moderne aborde cette notion sous un nouvel angle, privilégiant plutôt l'émancipation individuelle et la transformation positive plutôt que la réparation karmique seule. Elle vise à ouvrir les chemins permettant à chacun de transcender ses propres schémas qui sont obsolète pour réaliser son plein potentiel. Alors, inspiré par les enseignements hérités, naturellement, nous pouvons suivre le chemin de l'individuation, comme décrit par Jung, aboutissant à une conscience accrue de soi et à l'intégration finalement harmonieuse de toutes les facettes de notre personnalité. Bon, ça semble tout joli tout ça, mais bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le nœud sud représente un petit peu nos acquis, notre héritage inconscient et ce que l'on pourrait appeler en quelque sorte nos dons. Il souligne les talents et compétences héritées de nos expériences passées, mais aussi les comportements répétitifs et les schémas obsolètes dont nous devons nous libérer pour évoluer. Un petit peu ne pas garder la zone de confort dans laquelle on est. Le nœud sud nous incite donc à changer de peau, remettant en question notre héritage familial et les conditionnements passés pour révéler notre véritable essence. Et pour cela, on va aller chercher au nœud nord. Vers quelle direction on doit se diriger, vers laquelle notre âme tend pour se réaliser pleinement, incarnant les défis à relever et les leçons à apprendre de notre vie actuelle. Il indique un petit peu les domaines de croissance, les qualités à développer et les expériences à cultiver pour notre évolution personnelle, émotionnelle et spirituelle. En poursuivant les inspirations du nœud nord, nous engageons donc sur le chemin de l'individuation, comme on l'avait vu avec Jung, cherchant un petit peu à intégrer les leçons du passé représentées par le nœud sud pour avancer vers un avenir épanoui. En somme, le voyage du nœud sud au nœud nord, c'est un espèce de parcours vers l'autoréalisation où
l'on est invité plus à reconnaître et à transcender les limites de notre passé pour explorer et réaliser notre plein potentiel. Et cette dynamique entre le passé et l'avenir, l'héritage et les aspirations résonne profondément avec cette quête d'individuation. Alors finalement, quelles sont les périodes qui vont être significatives pour tendre vers le nœud nord? Et là, on va voir que le retour des nœuds lunaires est une période très importante qui survient tous les 18 ans et demi et qui est une étape de croissance nécessaire qui nous invite ou nous pousse vraiment à évaluer notre parcours depuis leur dernière position au natal. Cette période, c'est un petit peu faire un bilan, mais pas à la manière d'un retour de Saturne, plutôt à réfléchir sur nos expériences vécues, des leçons apprises et de la manière dont nous avons évolué et essayé de poursuivre cet alignement en cohérence avec nos aspirations profondes. Et ce moment clé nous incite à poursuivre cette croissance, à reconnaître ses succès autant que ses défaites d'ailleurs, pour les transcender vers cette quête d'authenticité personnelle et si nécessaire, à redéfinir nos objectifs futurs. Vous êtes tout à fait libre de le faire consciemment ou non. De toute façon, cette invitation vous sera reposée à chaque retour des nœuds lunaires. Elle se présente pour certains un peu sous la forme même d'événements qui permettent de tendre vers ce but. Et puis à mi-parcours, le retour inversé des nœuds lunaires survenant tous les 9 ans offre une petite pause, on va dire, pour faire une sorte d'introspection, nous poussant à reconsidérer les ajustements nécessaires dans notre évolution. Et cette période d'opposition où le nœud nord se pose sur le nœud sud, quand même, il vient un petit peu le questionner en lui demandant où on en est finalement, qu'est-ce qu'on a fait pour aller vers lui. Il va nous inciter à réviser nos engagements, à examiner un petit peu notre attachement au schéma du passé et nous pousser à sortir de cette zone de confort à laquelle on s'attache et à renforcer notre volonté de progresser vers des ambitions symbolisées par le nœud nord. Alors dans une vie, on peut avoir jusqu'à 5 retours ou retours inversés de nœuds lunaires et par conséquent ce questionnement vous sera régulièrement reposé, un petit peu comme quelqu'un qui vient frapper à votre porte et vous dire t'en es où là? Tu fais quoi? Mais comment va-t-on faire? Donc quelles énergies on va utiliser pour aller vers ce nœud nord? Et du coup on va regarder les interactions des planètes avec ce dernier, puisqu'elles vont vous offrir des clés pour un petit peu déverrouiller de nouveaux talents et accéder à des énergies complémentaires importantes pour cette évolution. Donc en examinant les liens entre les planètes et votre nœud nord, vous découvrirez les domaines de vie où vous pouvez développer des aptitudes pour continuer votre parcours d'évolution. C'est un petit peu un processus dynamique qui illustre comment l'astrologie peut agir comme une boussole et une guidance bienveillante sur le chemin de votre évolution personnelle. Alors certaines personnes pourraient vous conseiller de vous détacher totalement du nœud sud, mais je pense qu'il est plutôt question de savoir comment utiliser ces acquis pour avancer. Ce n'est pas tant une question de renonciation, mais plutôt de complémentarité intelligente qui permet de tirer parti de notre passé pour sculpter un petit peu l'avenir. En somme, il s'agit de ne pas se contenter de ce que nous avons, mais de rechercher activement plus loin pour évoluer. C'est le passage du sortir de pour aller vers une transition qui marque notre engagement à poursuivre un développement continu et significatif. Et voilà, cela conclut notre épisode sur les nœuds lunaires. J'espère qu'il vous aura éclairé sur leur symbolique profonde. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un like. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à partager votre opinion avec un dislike. Mais n'oubliez pas d'ajouter un commentaire constructif pour que je puisse m'améliorer. Rappelons-nous de rester toujours bienveillants dans nos interactions communes. Pour la semaine prochaine, nous plongerons dans l'univers de Mars, répondant à une demande spécifique de mon fils, un passionné de mythologie et un véritable guerrier qui se bat contre une maladie depuis l'âge de 4 ans. Nous parlerons donc de cette énergie martiale guidée par le symbolisme en hommage à son courage. En attendant, gardez l'esprit ouvert au questionnement, surtout lorsqu'il s'agit de sortir de votre zone de confort pour découvrir un petit peu une version de vous-même encore plus épanouie. Allez, je vous dis à très vite sur Va voir mon astrologue.